cette conférence aujourd'hui, elle est vraiment particulièrement illustrative euh, et exemplative de cette complémentarité de l'université et du rôle des entreprises pour développer et amener des nouvelles méthodes innovantes. Nous allons parler de l'optimisation topologique et de simulation intégrée pour la fabrication additive. Dans un premier temps, le professeur Duzinx va un peu faire un état des lieux, un état de l'art en matière d'optimisation topologique. Il va mettre en évidence le rôle de la recherche dans le développement de nouvelles méthodes pour optimiser donc la conception de pièces. Il évoquera aussi des recherches en cours pour de futures applications. Le professeur Pierre Duzinx, qui est là en pull rouge, vous le voyez, merci d'être avec nous, est ingénieur civil et électromécanicien de formation en aérospatiale. Il occupe la chaire d'ingénierie des véhicules terrestres à l'Université de Liège et on le présente souvent comme le spécialiste des véhicules autonomes et des véhicules alternatifs. Et ses activités de recherche et d'enseignement couvrent de façon générale les méthodologies de conception rationnelle des véhicules, dont l'optimisation topologique qui va nous préoccuper ce midi. Et après son exposé, nous écouterons Didier Granville, qui est directeur stratégie, recherche et technologie chez Samtech Siemens. Il va prendre lui en charge la partie industrielle de l'exposé. Oui, il est là, hein, Didier Granville, vous l'avez. Voilà. Bonjour Didier, merci. Donc, il va d'abord repositionner Samtech aussi par rapport à Siemens, et puis il va mettre en évidence l'offre de Siemens en fabrication additive. Il va vraiment nous présenter toute la chaîne logicielle de simulation intégrée, qui est l'offre de service de Siemens, et vous verrez qu'il va l'illustrer de pas mal d'exemples et de démonstrations. Leurs deux présentations, d'ailleurs, sont très interactives et en tout cas bien illustrées d'images dynamiques. Il évoquera aussi des projets de recherche collaboratifs. Didier Granville est ingénieur civil en aérospatiale de formation et il a beaucoup à cœur, vous le verrez sans doute dans sa présentation, je le sais par les échanges qu'on a eus, toutes les collaborations industrie, recherche et centres de recherche. Je pense qu'il y va vraiment un intérêt majeur pour positionner notre région autour de notre université aussi dans ces domaines de pointe et d'innovation. Et nos deux intervenants, tenant compte de l'origine des différents secteurs que vous représentez aujourd'hui, parce qu'on a noté qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient plutôt du domaine de l'aérospatial ou de l'automobile, vous verrez, ont vraiment veillé à vous présenter quelque chose de multisectoriel. Donc, je pense que chacun y trouvera son intérêt. Je vais maintenant, avant de donner la parole à nos deux orateurs, donner 2 minutes la parole à Frédéric Cambier, qui est chef de projet chez TechniFuture, avec qui nous co-organisons cette rencontre conférence aujourd'hui, parce qu'il a une formation, enfin, il y a un projet Fab+, pour lequel vous pourriez avoir de l'intérêt. Et donc, nous allons l'écouter simplement en dire quelques mots. Donc, TechniFuture, centre de formation situé juste en face de chez Ciris, sur le parc scientifique. Et moi-même, je suis donc chef de projet chez TechniFuture. Ce sont des projets de type Interreg ou des projets de type pôle de compétitivité. Et l'objet de ma présentation ici sera de vous présenter un projet qui a été mis en place chez TechniFuture il y a quelques années dans le domaine de l'additif manufacturing. C'est le projet FAP+, qui est un projet qui a été financé par le pôle de compétitivité à Mecatech et qui est en réalité une action complémentaire aux technologies que l'on rencontre dans le Factory 4.0, notamment. Donc, j'ai indiqué le budget global du projet parce que vous verrez qu'il y a plusieurs partenaires là-dedans. Il est de l'ordre de 650, un peu moins de 650 000 euros. Le porteur de projet, c'est TechniFuture, mais on retrouve un autre centre de compétences en région de Charleroi qui est Technocampus. Alors, le consortium de ce projet est assez complet parce qu'on y retrouve évidemment les centres de compétences. C'est un projet de formation. Donc, c'est 2 centres de compétences majeurs au niveau technologique de la région wallonne, Techni et Technocampus, TechniFuture et Technocampus. Mais également, dans le consortium, on retrouve des grandes entreprises telles que l'AFN et Safran qui ont déjà une belle expérience dans le domaine de l'additif manufacturing. Alors, l'intérêt, c'est notamment que l'AFN, par exemple, nous permet d'avoir accès à son département additif manufacturing. Donc, on a vraiment l'expérience d'un grand industriel de la région qui fabrique des pièces et qui adopte l'optimisation topologique dans le design de ces pièces et qui les met en production.
À côté de ça, on a d'autres entreprises plus petites comme Adipart, Anyshapes, Serum et GDTech qui interviennent chacun pour leurs compétences. GDTech dans le design, Serum plutôt pour tout ce qui est biomédical et Adipart et Anyshapes qui sont des prestataires de services. Et à côté de ça, on a également 3 centres de recherche. Le centre de recherche belge de la céramique, le centre de recherche belge métallurgique, le CRM, et CIRIS, qui fournissent également leurs compétences à ce niveau-là. Et 3 universités, l'Université de Liège, via le professeur Duisinx, l'Université catholique de Louvain et l'Université de Mons, qui sont également actifs dans le projet. Alors, ce qui est assez intéressant, et c'est un slide que je reprends de CIRIS, c'est que ce projet reprend l'ensemble de la chaîne de valeur de l'additive manufacturing, c'est-à-dire que nous proposons des formations aussi bien au niveau matériaux, aussi bien au niveau des différents process de fabrication, du design, ça c'est surtout DGTech et l'Université de Liège qui le proposent, de la fabrication proprement dite, du finishing, du post-traitement, et cela pour différents types d'applications, que ce soit dans le domaine du médical, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de la plasturgie ou dans le domaine de l'automobile. Voilà, donc le projet il s'articule de la manière suivante, c'est qu'il y a au niveau du projet un comité de pilotage qui est composé par l'ensemble des partenaires ici, que je viens de citer, plus le pôle de compétitivité Mécatech et le Forum. Et tout en amont, il y a une action de diagnostic qui, elle, est réalisée par CIRIS, qui a l'opportunité d'aller en entreprise pour prêcher entre guillemets la bonne parole, c'est-à-dire aider les entreprises à utiliser davantage l'additive manufacturing, soit en interne, soit en sous-traitance. À partir de là, il y a des formations qui sont organisées pour 3 publics, des publics travailleurs, un public étudiant et un public demandeur d'emploi. Alors, dans le cadre du public travailleur, j'ai cité toute une série de thématiques qui ont été développées. Ce qui nous intéresse ici, surtout, toutes ont bien évidemment trait à l'additive manufacturing, mais il y a notamment toute une partie sur le design et l'optimisation topologique que l'on va aborder aujourd'hui. Et donc, ces formations sont proposées aux industriels sur des courtes durées d'1 ou 2 jours. Alors, certaines formations sont même orientées à l'industrie sectorielle, comme l'industrie de l'automobile, plasturgie, aéronautique et biomédicale. Et également, alors, des formations, ça, ce sont des formations plutôt orientées bureau d'études. Et puis, on a également des formations plus orientées pour des opérateurs de production, où on parle de fabrication et de finition de pièces. À côté de ça, donc, on offre également des formations plus de sensibilisation pour les étudiants, pour des étudiants en orientation technique, des hautes écoles. Et alors, chez nous, il y a également pour les demandeurs d'emploi un cursus plus long, d'une semaine à 1 mois, qui est pour les demandeurs d'emploi, pour les dessinateurs et les postmasters. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on travaille vraiment ensemble, avec tout l'ensemble des partenaires du projet. Par exemple, je prends des actions futures qui seront présentées. Il y a notamment une conférence organisée au mois d'avril par l'ULG, ENSAFORM, auquel nous essayons d'apporter également en tant que partenaire une certaine contribution. Et donc, nous faisons de la promotion d'activités réalisées par les partenaires du consortium sur, entre autres, de l'additive manufacturing. Voilà, toute personne intéressée sera certainement contactée par nos formations et notamment en optimisation topologique. En fin de webinaire, eh bien, peut-être qu'on pourrait revoir les personnes qui suivent ce webinaire qui seraient potentiellement intéressées par ce type de formation, soit en présentiel, mais ça sera à partir du mois de septembre, si tout va bien, soit sous forme de webinaire. Et le professeur Duisinck et moi, on coordonnera alors sa mise en place de ce type d'action. Voilà, j'en ai fini pour la présentation du projet FA+. Je laisse la main maintenant aux 2 grands orateurs qui vont, à nos 2 experts qui vont présenter alors chacun leur sujet. Merci en tout cas pour votre invitation. Merci à Liège Créative, merci à Didier Granville qui a pensé à moi. Ça me fait grand plaisir de pouvoir présenter les activités du groupe d'optimisation de l'Université de Liège, principalement localisé sur le département d'aérospatiale mécanique, puisque l'optimisation topologique, c'est notre dada depuis maintenant presque 30 ans. Donc voilà une activité qui dure et qui est amenée probablement aussi à se développer. Permettez-moi de commencer par un petit peu d'historique et de se poser la question pourquoi l'optimisation topologique.
Mais en fait, l'optimisation topologique est née à la fin des années 1990, au moment où les techniques d'optimisation classiques, basées principalement sur une paramétrisation des modèles CAO, arrivaient, non si pas à une impasse, en tout cas à une difficulté majeure. Il était extrêmement difficile de sortir du champ des paramétrisations qui avaient été adoptées et on avait une soif de pouvoir casser, penser en dehors de la boîte et de formuler le problème d'une autre manière permettant de réfléchir à d'autres solutions nouvelles. Et je vais dire, l'étincelle est venue d'un travail de M. Bense et Kikuchi, respectivement à Copenhague et aux États-Unis, à Michigan Ann Arbor, qui ont repensé la conception comme non pas une description de courbe, mais plutôt une image. Rechercher l'image, une meilleure structure. Et on voit que dans ce cas-là, on peut vraiment sortir du cadre qui avait été posé initialement. Alors, si on repart de l'idée, reprendre une formulation de distribution de matière, imaginez, j'envisage non pas la structure comme des composants, mais comme la matière, où va-t-elle se distribuer pour finalement aboutir à un meilleur composant. Et le meilleur composant, il est vu comme maximiser une performance donnée, la raideur, maximiser la conductibilité électrique d'un système, avec forcément des contraintes de conception derrière. Et on définit, c'est Saint-Exupéry, donne-moi une boîte, je vais te dessiner un mouton, je vais placer dans cette boîte des petites briques Lego. Chaque brique Lego, je vais pouvoir soit la faire apparaître, la variable c'est A, ou je la faire disparaître, c'est 0. Sur cette base, en fait, c'est un algorithme mathématique qui va guider ma conception, qui va aider l'ingénieur à trouver un design sur une base rationnelle. C'est une approche beaucoup plus fonctionnelle. À quoi sert le composant? À quoi sert l'objet? Et donc, c'est une approche qui est fondamentalement aussi qu'on pourrait qualifier de préliminaire, comme vous allez l'observer. Une fois qu'on a adopté ce mode de pensée, évidemment, on avait les vieux démons. En général, l'entreprise fonctionne par une amélioration continue et une amélioration incrémentale de design. Donc, on avait la belle idée de pouvoir transformer quelque chose qui est peut-être intuitif et empirique vers un outil rationnel qui va me permettre de reconsidérer les concepts les plus évolués. Ici, on voit apparaître les petites briques qui apparaissent et qui disparaissent, qui finalement vont se distribuer de manière optimale, selon les critères que j'aurais définis au préalable, pour trouver un design. Donc, très vite, l'optimisation topologique, c'est présenté non pas comme un outil d'ingénierie, mais plutôt un outil d'aide à l'innovation et à la créativité dans un grand nombre de domaines. Et on a rapidement trouvé des applications où on n'avait plus de points de référence pour l'ingénieur afin de pouvoir s'appuyer sur l'empirisme, etc. Alors, très rapidement, l'industrie aéronautique s'est appuyée sur l'outil pour dégager des concepts nouveaux. Donc, il y a un exemple assez célèbre de cadre d'ailes pour l'Airbus A380. Ici, on voit un travail qui a été réalisé en collaboration entre Samtec et Airbus, où il s'agit de concevoir un nouveau mât qui supporte ce moteur. C'est évidemment une pièce critique, comme vous pourrez vous en rendre compte. Si on perd le moteur, c'est assez embêtant. Et tout en étant extrêmement léger, robuste, avoir des contraintes mécaniques très élevées avec un poids minimum. Un autre secteur à s'être rapidement emparé de la technologie, c'est l'industrie automobile. Également, comme l'aéronautique, le poids est critique. Le poids est critique pour la consommation d'énergie, pour les ressources, pour le coût de fabrication. Ici, c'est une étude qui a été réalisée en collaboration avec l'Université de Liège et DTech Open Engineering et un grand constructeur japonais. Et le but ici, c'est de réduire en fait le désalignement des engrenages lors des accélérations et des efforts. Les engrenages s'établissent de manière gauche, ce qui consomme exagérément de l'énergie. Et par la même occasion, c'était l'opportunité de revisiter aussi le concept et de voir si on ne pouvait pas grignoter quelques grammes par-ci par-là pour alléger le composant, toujours dans cet esprit d'allègement du véhicule et de sa consommation d'énergie. Alors, l'Université de Liège, depuis, comme je vous l'ai dit, c'est une affaire qui dure depuis 30 ans, mais l'optimisation, c'est déjà aussi le fruit
d'un effort depuis les années 1970 avec Claude Fleury, qui était aspirant FNRS à l'époque et qui a vraiment été un des maîtres, des pierres angulaires des algorithmes d'optimisation appliqués à l'art de l'ingénieur. Et une fois qu'on a un bon algorithme, bien, en fait, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est grâce à Claude Fleury qu'on a pu, dans les années 90, attaquer le problème d'optimisation topologique avec différentes contributions, principalement dans le domaine de la structure, de la résistance mécanique. Et puis, très rapidement, ben, nous avons étendu la résistance à l'amélioration des contraintes, réduire la fracture, réduire aussi la stabilité, les pertes par déversement, le buckling. On a également, à travers différents projets, étudié les matériaux composites, la mise en œuvre de matériaux légers grâce à l'optimisation topologique. Et vous avez vu, l'interaction avec le procédé de fabrication s'est très vite fait sentir. Donc, nous avons ici le thème du jour qui est la fabrication additive. Mais on a travaillé aussi sur beaucoup d'autres thèmes, notamment les charges dynamiques, le fait que le véhicule il roule, que l'avion il s'envole, il atterrit. Et on a exploré au fur et à mesure de nos recherches avec différents doctorants les autres physiques. Le premier problème, c'était les systèmes électromécaniques, les MEMS, qui est l'interaction entre des structures mécaniques et des structures fabriquées sur des chips en silicium, avec Étienne Lemaire notamment sur les MEMS. L'électromagnétisme avec Erin Cucci, qui a interagi avec le professeur Gueusen aussi de l'Université de Liège pour le redesign de machines électriques. Et récemment, en fait, on voit cette explosion du domaine de tout ce qui est fluide et thermodynamique et thermique, échange de chaleur, qui, vous allez le voir, est un domaine plein d'avenir. Alors, le domaine du jour, c'est la fabrication additive et l'optimisation topologique. Ça, c'est le mariage d'amour de deux candidats avec, d'une part, l'optimisation qui ne rêvait que d'une chose, c'était de lever les barrières de fabrication pour exploiter enfin les nouvelles géométries qui se présentaient sur l'écran. Et d'autre part, la maturité de l'addition de matière qui, elle, pour exploiter pleinement les nouvelles libertés qui étaient offertes à la fabrication, avait besoin d'un outil pour redesigner, pour reconcevoir des systèmes. Et au tournant des années 2010, on voit arriver toute une série de travaux, notamment celui de Tom Lehmeyer chez Airbus, qui montre qu'on a un avantage énorme à utiliser de manière combinée ces deux technologies, avec ici le redesign d'un support de capot moteur qui permet d'abaisser par près de 40% la masse et les concentrations de contraintes dans l'objet. Et donc, c'est vraiment l'opportunité à démonstration cinglante que l'on peut vraiment tirer avantage de tout cela. Alors, très rapidement, avec Cyrus, qui est un spécialiste de la fabrication additive, on s'est posé la question, mais c'est libre, mais il y a quand même des contraintes. Il y a quand même des restrictions à la fabrication. Et donc, très rapidement, on a étudié pour les procédés de solidification par laser ou par faisceau d'électrons les principales contraintes. Tout ça aboutit alors à une recherche sur la fabrication additive et on s'est inspiré d'un nouveau courant qui arrivait en optimisation topologique, c'est cette image peut faire l'objet aussi d'un traitement particulier, le traitement d'image, qui est issu d'un autre domaine, permettait de contrôler d'une certaine manière la qualité de l'image, de la structure ou du composant qui était produit. D'abord, on avait l'idée en plus de minimiser le volume ou de contrôler le volume, de contrôler la surface, c'est en fait une manière indirecte de contrôler la complexité, mais aussi de contrôler la nature et d'éliminer un certain nombre de designs qui n'avaient pas de sens. C'est l'idée des densités de matière. Et très rapidement, on s'est rendu compte que cette densité de matière permettait d'éliminer aussi les membres les plus petits et donc la complexité. Alors, le problème, c'est que cette analyse d'image tend à donner des images un peu floues, mais bon, le transfert d'image, le traitement d'image permet aussi, grâce à des filtres successifs, de remodeler l'image et d'aboutir effectivement à des designs très fabricables, noirs et blancs, ou quasi noirs et blancs, qui peuvent être produits alors, qui peuvent être transférés vers la fabrication. Et toute l'idée de ce projet AeroPlus qui a été mené avec Samtech, Safran et d'autres partenaires de la région, c'était de dire quels sont finalement les outils qu'on dispose et comment peut-on les adapter pour, d'une part, casser les maslottes qui sont source de contraintes thermiques, puis une fois qu'on a les maslottes, voir qu'on a des interstices, il faut les écarter, il faut assurer une certaine séparation des interstices pour retirer la poudre en fin de processus.
Et donc, on a vu arriver, grâce à la thèse de Eduardo Fernandez, toute une série de nouveaux outils. Alors, ces outils, comme vous voyez ici, permettent, c'est un cas test un peu académique, mais déjà avec une certaine taille qui rend compte de la complexité des problèmes industriels, de quelle manière on peut bouger d'un problème purement académique vers une conception presque fabricable telle qu'elle. À la fin du compte, on voit les grosses mastotes qui se séparent et puis qui se différencient pour pouvoir permettre l'évacuation des poutres. Alors, en fin de ce projet AeroPlus, nous avons pu démontrer la faisabilité des résultats acquis durant la recherche. Ici, c'est un des cas tests qui avait été proposé par Safran. Il s'agit de reconcevoir les supports qui relient un réservoir d'huile au carter du moteur. Et on voit que sous l'effet évidemment de la dynamique du véhicule, de l'avion, il y a des forces énormes qui s'appliquent sur les supports. Ceux-ci peuvent être alors reconçus et on a séparé alors chacun des supports et on les a reconçus tous ensemble pour soutenir au mieux les accélérations notamment du réservoir sous différents cas de manœuvre. Alors c'était aussi l'occasion de montrer que tout était faisable, mais qu'on aboutissait à un concept qui nous est maintenant cher, c'est qu'on part de l'optimisation topologique. On peut retravailler la forme qui progressivement est amenée dans NX avec des formes, on adoucit, on assouplit. On réintroduit les surfaces fonctionnelles, les alaisages, l'usinage qui peut être opéré par après. Et parallèlement, on peut mener toute une série d'études de vérification beaucoup plus complexes, puisqu'on était au stade de la conception préliminaire, qui nous permettent de valider le composant jusqu'à arriver à sa fabrication virtuelle. Et aujourd'hui, avec la fabrication additive, on est dans une chaîne continue et ininterrompue d'un flux sans perte d'information jusqu'à la fabrication. Alors ici, pour le fun, la visualisation des composants en fabrication virtuelle qui ont été proposés dans cette étude de faisabilité. Alors, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a d'autres procédés, notamment le procédé WAM, dépôt d'un fil, notamment de soudure porté par le robot, avec des formes plus grandes, plus complexes pour approprier. Mais une difficulté fondamentale, c'est que le fil, le cordon de soudure qui doit être déposé, eh bien, en fait, il faut qu'ils se rejoignent, ils forment sans se superposer des formes acceptables. Donc, on voit par exemple ici à droite les parties jaunes. Sans prendre en compte la contrainte de fabrication, on voit qu'il y a un certain nombre d'interstices qui vont venir se déposer et on est un peu en difficulté pour fabriquer cette pièce. Par contre, il existe des voisins, des designs relativement performants, tout à fait équivalents, qui, eux, assurent ce dépôt du cordon de soudure. Et donc, la recherche d'Eduardo dans le projet FAFIL, qui est un projet Interreg, avec notamment Senairo et le CRM, c'était de dire, voilà, finalement, on va calculer à la fois, non plus seulement la structure, mais on va calculer le squelette qui correspond au parcours de l'outil qui va venir déposer, et tandis que autour de cela, on met la chair, c'est-à-dire le fil, le cordon qui va se rejoindre, et d'un côté, on génère à la fois le squelette de l'objet qui est parcouru par le cordon, par le robot, et le cordon de soudure dans son état initial qui donne la forme définitive de l'objet. Alors, ici un exemple, on voit en rouge le parcours de l'outil et en jaune le cordon de soudure qui vient prendre sa place et remplir les interstices. Illustré ici de la manière suivante, vous voyez, on va prendre toujours mon fameux domaine de conception. Tranche par tranche, l'optimisation topologique va construire le parcours de l'outil et grâce aux contraintes que l'on a mises en place et de la formulation du problème mathématique, on va pouvoir construire tranche par tranche le parcours de l'outil en rouge avec le diamètre de la buse qui dépose les cordons de soudure aux différentes étapes de la fabrication. Et maintenant, quoi encore? Eh bien, en fait, là, je vous ai parlé de toute une série de choses. Et pour moi, la vision, elle est très claire. C'est qu'aujourd'hui, l'optimisation topologique fait tache d'huile et elle est demandée dans un grand nombre de défis, défis technologiques et scientifiques. Un des grands défis, vous le savez, c'est la réduction de la consommation d'énergie et de matière. L'électrification est une des pierres angulaires de ce mouvement dans la prochaine décennie. Et les machines électriques, qui sont une technologie éprouvée, mais toujours améliorable,
est certainement une des choses. Dans le cadre d'un projet de recherche fondamentale de la région wallonne, OneLab, nous avons développé avec Christophe Gueuzen et Irine Couchy toute une série de méthodologies qui permettent aujourd'hui d'améliorer les machines électriques, et il y reste encore beaucoup de choses à faire. Un deuxième défi, et certains l'ont mentionné, c'est les échangeurs de chaleur. La maîtrise des flux de chaleur est aujourd'hui un élément clé pour les systèmes électroniques, les systèmes de refroidissement des batteries et bien d'autres. Et donc, on voit, c'est pas plus tard qu'il y a 3 jours, nous avions un congrès par Internet où nous avions les présentations de résultats d'échangeurs redimensionnés, de systèmes de mélange pour l'industrie chimique entre des flux de différentes natures ou des échangeurs à contre-flux, maximalisant les échanges à part des facteurs impressionnants par rapport aux technologies classiques actuelles. Alors, aujourd'hui, on travaille aussi avec le département de la chimie, parce que la chimie et l'industrie chimique sont un secteur essentiel aussi à notre développement. Ici, avec un professeur Job, nous redesignons des piles à combustible, et un des éléments extrêmement onéreux, c'est le système de distribution du gaz hydrogène et oxygène. Les canaux peuvent être aujourd'hui l'objet d'une recherche pour dimensionner, redimensionner de manière rationnelle le réseautage des canaux dans la pile à combustible. Alors voilà, maintenant, peut-être pour lancer le débat, mes conclusions et mes rêves. Mes conclusions, bien, on voit que l'optimisation topologique depuis 30 ans a fait des bons. Au début, on avait cette croissance relativement lente, c'est un peu comme le virus, hein, ça se propage lentement, et puis qu'une fois que la propagation devient exponentielle, c'est inarrêtable. Aujourd'hui, la fabrication additive a permis un levier, c'est un des leviers de cette explosion de l'optimisation. Et le concept, Didier en parlera, de cette intégration naturelle de la chaîne de conception, depuis le concept préliminaire jusqu'à la fabrication additive, sans perte d'information. Donc, on est clairement dans la société digitale, et ce qu'aujourd'hui certains appellent toujours aussi le digital twin, c'est vraiment une réalité dans cette technique. Avec le domaine qui s'étend de jour en jour, qui passe des structures aux autres domaines de l'ingénierie, et on va le voir même à d'autres domaines. Alors, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut more physics, plus de physique, l'optique, toutes les physiques aujourd'hui sont demanderesses d'avoir ce type d'approche pour une étude et la conception de réalisation de meilleure qualité. Alors, le plus grand, plus beau, hein, bigger is better. On achète tous les 2-3 ans 10 exposants 3 aux tailles des modèles que l'on voudrait pouvoir résoudre. Une réflexion personnelle aussi, c'est qu'on a trouvé au niveau de l'optimisation un appui formidable avec les techniques de traitement d'image. Dans l'informatique, aujourd'hui, on voit apparaître cette machine learning, ce traitement des grands nombres d'informations. Et il n'est pas à douter que la prochaine décennie verra aussi une combinaison des outils de conception avec des outils de traitement de données de masse et d'apprentissage inductif plutôt que déductif. Alors, la frontière ultime, moi je connais en tout cas un des 2 fondateurs, pour ne pas citer le professeur Kikuchi, qui lui-même imagine que cette idée de distribuer la matière là où elle est le plus utile puisse s'appliquer aussi à d'autres domaines de la sociologie ou des organisations humaines, et de trouver la meilleure manière de placer les objets, les individus, les sous-systèmes et les organisations de manière à rendre plus performante le système global, et donc que cette belle idée puisse aussi servir de modélisation et d'amélioration sur d'autres domaines parfois inattendus. Alors, tout ça ne serait pas possible sans une recherche fondamentale de qualité, on l'a dit, mais aussi une collaboration active avec les industriels et les centres de recherche qui permettent un effet levier vers l'industrie et de cueillir les fruits dans des produits innovants et la dynamisation du système. Alors, je voudrais évidemment remercier aussi ceux qui ont permis à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et donc les bailleurs de fonds qui sont dans ce cas-ci des bailleurs de fonds institutionnels, mais aussi des bailleurs de fonds privés, puisqu'on voit des entreprises qui sont prêtes aujourd'hui à financer des recherches même quasi fondamentales pour améliorer leur processus. Voilà, au terme de cet exposé, je voudrais tous vous remercier de votre attention, de votre participation, et surtout de Liège Créative pour l'organisation de cette belle matinée. Merci bien.
Et merci donc pour l'introduction de Pierre, hein, qui me permet de continuer sur la liaison avec la simulation intégrée pour la fabrication additive. Donc, la présentation ici a été préparée avec mes collègues Étienne Lemaire et Frédéric Duboeuf. Quelques mots d'historique avant tout au sujet de Samtec. Samtec, société experte en analyse de structures par éléments finis, qui a la particularité d'être une spin-off de l'Université de Liège, une des toutes premières, si pas la première, créée à partir du laboratoire des techniques aéronautiques et spatiales de l'université. L'activité d'analyse de structure par éléments finis date des années 60, en fait, hein, donc ça fait pas mal de décennies que ça a démarré. Le logiciel phare qui a d'abord été développé à l'université et ensuite développé par Samtec et maintenant continue chez Siemens s'appelle SAMSEF, système d'analyse des milieux continus par éléments finis. Et vous voyez ici l'historique des différentes étapes importantes du développement de la société. Donc, qui a été créé en 1986. En 1990, le module mécano, qui est devenu le module le plus important de SAMSEF, a été démarré. Il est en passe de devenir un des modules les plus importants également de Siemens dans son format Nastran. Et alors en 2001, une date importante, c'est celle du démarrage du module Topol de SAMSEF en collaboration avec le professeur Fleury, mentionné par Pierre, et qui a été vraiment le début de l'optimisation topologique au niveau industriel, principalement d'abord dans le secteur aéronautique, mais plus tard, plus récemment, vers le secteur de la fabrication additive. Alors, après une dizaine d'années de développement commercial international, Samtec a rejoint Siemens en 2013 et à l'heure actuelle, Samtec c'est une équipe de 75 ingénieurs et docteurs qui sont situés au parc scientifique de Liège, rue des Chasseurs Ardennais numéro 8, près du centre spatial de Liège et de Spacebell. Le bâtiment est toujours là, rien n'a changé, excepté le logo sur la façade qui est maintenant celui de Siemens. Voilà. À l'intérieur de Siemens, où sommes-nous? Nous sommes positionnés dans un groupe qui s'appelle Siemens Digital Industries Software et un sous-groupe appelé STS. Et notre responsabilité est le développement de solutions de modélisation et de simulation 3D. Nous sommes donc partie prenante dans le développement d'une plateforme qui s'appelle SimCenter 3D et qui contient beaucoup de disciplines, mais vous remarquerez dans la roue à gauche que l'analyse de structure en statique, en dynamique, en fatigue, en fabrication additive, en matériaux composites, en thermique, etc. L'analyse de structure occupe une place extrêmement importante dans ce dispositif de SimCenter 3D. Samtec, à l'origine, développe le logiciel SAMSEF dans sa version native, mais aussi développe maintenant la version de SAMSEF implémentée dans Nastran, avec les formats d'entrée et sortie Nastran, ce qui permet une diffusion mondiale beaucoup plus large que celle que Samtec pouvait faire avant son acquisition par Siemens. Alors, nous sommes dans le cadre de la fabrication additive dans une stratégie de digitalisation qui est définie au plus haut niveau par Siemens. Il s'agit d'une approche holistique ou monolithique pour gérer le cycle de vie du produit et de sa fabrication de A à Z. Nous sommes à l'origine dans la première case qui s'intitule Product Design. Nous avons pour ambition de couvrir l'ensemble des 5 étapes, depuis le design du produit jusqu'à son utilisation en service, en passant par toutes les étapes de manufacturing, la planification, l'exécution, l'ingénierie et l'exécution de la fabrication, avec toute la gestion de données qui va avec. Donc ceci, c'est le contexte associé à la fabrication additive. Plus précisément, sur le domaine de la simulation, le workflow pour la fabrication additive démarre par la définition d'un espace de conception.
qui va nous servir à ce que l'on appelle le generative design. C'est là que se trouve l'optimisation topologique, en vue d'établir des concepts qui, comme Pierre l'a bien expliqué, sont retravaillés pour obtenir des structures en général de masse minimale. Ensuite, ce qu'il est nécessaire en environnement industriel, c'est de permettre le retour à la géométrie, en fait. C'est-à-dire, vous avez vu que les résultats de l'optimisation topologique sont des maillages, des assemblages de petits blocs. Ceci n'est pas suffisant, disons, pour pouvoir retourner à l'analyse de structure par élément fini classique, comme vous le voyez ici. C'est la raison pour laquelle, dans SimCenter, beaucoup d'outils sont proposés pour permettre à l'utilisateur de repartir des maillages et ensuite de retourner à la géométrie, qui est le support standard pour définir des modèles de calcul de structure. Alors, à partir de ces modèles de calcul de structure, on peut également simuler la fabrication et donc étendre l'utilisation de SAMSEF à la modélisation de l'impression 3D proprement dite, avec sa définition de support. On peut ensuite préparer l'impression proprement dite. Remarquez que jusque-là, pour l'instant, on n'a encore fait aucune impression physique. Et puis finalement, on peut modéliser les post-traitements avant de réaliser vraiment l'impression proprement dite. Alors, dans toute la phase virtuelle, évidemment, tout ça peut être associatif et itératif en vue d'améliorer le concept et tout son procédé jusqu'à la fabrication dès qu'un défaut est détecté. Alors, au niveau produit, voici donc la chaîne de produits intégrés telle que développée par Siemens. Elle est basée sur l'environnement CAO NX de Siemens. Elle contient deux volets essentiels qui sont le Digital Twin pour le produit et le Digital Twin pour la production. Et à l'intérieur des différentes étapes que je viens de vous décrire, vous en avez trois en fait qui concernent SimCenter 3D et en particulier les développements effectués à Liège par Samtech. La case de gauche correspond à l'optimisation topologique dans l'équipe d'Étienne Lemaire et Frédéric Duboeuf. Celle du milieu correspond à l'analyse de structure par élément fini qui est l'activité historique de Samtech. Et celle de droite correspond à la simulation du procédé qui est plus récente et qui apparaît maintenant également dans SimCenter. Alors, voici une illustration de l'optimisation topologique dans SimCenter 3D. Vous voyez que l'outil en fait travaille à partir d'objectifs de design et de contraintes. Il permet d'obtenir de multiples solutions et de concevoir un composant à l'intérieur d'un système plus complexe avec toute une série d'éléments finis, 1D, 2D, 3D, toute une série de chargements également et surtout la prise en compte de contraintes de manufacturing et de différents types de supports. Alors, vous voyez que l'environnement est appuyé sur la géométrie et donc permet, comme je l'expliquais auparavant, le retour vers la géométrie à l'aide de ce qu'on appelle le convergent modeling. Voilà. Du côté de la simulation du procédé, qui est l'autre volet développé à Liège, il s'agit en fait de prendre en compte les effets thermomécaniques générés durant la fabrication et en particulier les distorsions de la pièce dues par exemple aux échauffements locaux. Afin d'éviter de faire des tests physiques d'impression et de générer trop de rebut en fait au niveau du matériau utilisé, afin d'optimiser le positionnement et la conception des supports et donc avoir une impression qui se fait le mieux possible du premier coup. On recommande donc l'utilisation de simulation pour prédire cette étape de manufacturing. Cela nécessite de prendre en compte les profils d'évolution de la température, la distorsion des pièces et éventuellement les problématiques de rupture de support. Voilà. Les exemples d'incidents que l'on peut rencontrer sont par exemple la rupture des supports, la présence de surchauffe locale,
la collision avec le racloir, ou bien simplement une pièce qui n'a pas les dimensions prévues, éviter le déchet de matériaux et également les problèmes microstructuraux. Donc, de manière générale, la tendance lourde est d'essayer d'obtenir un concept réalisé de manière virtuelle et imprimé correctement du premier coup. Ceci va donc dans le sens de l'utilisation de méthodes d'ingénierie virtuelle pour réaliser ce qu'on appelle de la compensation. Alors, vous voyez à gauche la simulation de l'impression 3D d'Aube. Et vous imaginez qu'en fait, si on est capable de prédire la distorsion des pièces par voie virtuelle, on peut également corriger la géométrie initiale envoyée à la machine d'impression 3D, de telle sorte que les pièces qui sortent en fin de compte de l'impression soient exactement les formes voulues. C'est ce qu'on appelle donc la compensation. Quelques mots maintenant sur les projets de recherche menés par Siemens à travers Samtec au niveau wallon et au niveau de l'Agence spatiale européenne. En utilisant le même schéma, j'ai positionné les projets principaux concernant la fabrication additive dans lesquels nous sommes ou avons été impliqués, en particulier Aéroplus avec Safran, l'Université de Liège, Fasama avec Sonaca, Anyshep avec Anyshep et tout un partenariat que vous verrez juste après, et Design for EM qui est avec Sonaca et l'Agence spatiale européenne. Alors, dans le cadre du projet Aéroplus, vous voyez ici quelques illustrations des bénéfices obtenus au niveau du développement du produit. Donc, il s'agit de prendre en compte les spécifications de fabrication et de performance de pièces à l'intérieur de l'optimisation topologique, de telle sorte à obtenir le meilleur concept du premier coup. Et voici quelques exemples de résultats. Donc, la possibilité, par exemple, de prendre en compte des contraintes très locales, c'est-à-dire éviter que le champ de contraintes ne soit exagéré à un endroit bien précis. La possibilité de limiter les petits détails, ça sert par exemple simplement pour pouvoir évacuer la poudre une fois que la pièce est imprimée, ou bien la possibilité de contrôler les possibilités de flambement avec une taille maximum de membrure, en fait, de telle sorte à ce que ce flambement, qui est un effet non linéaire, non pris en compte par défaut dans l'optimisation topologique, de telle sorte à ce que ce flambement n'apparaisse pas par la suite. Sinon, cela nous oblige à faire des itérations. Autre projet réalisé au niveau wallon, le projet Fasama, il a été mentionné également par Technifutur. C'est un projet piloté par Sonaca et qui vise en fait le remplacement d'une conception que vous voyez à gauche, d'un système d'attache du satellite à l'intérieur du lanceur, de remplacer cette conception qui est un assemblage de pièces par une pièce plus simple, plus monolithique, obtenue par optimisation topologique et ensuite imprimée en 3D. Alors, ce que nous avons fait dans ce cas-ci également, vous voyez en rouge la zone en fait modélisée par élément fini, mais c'est une zone gelée, donc préservée, c'est-à-dire qu'on ne l'optimisera pas. Et en vert, la partie qui sera optimisée par l'optimiseur topologique. Cela permet donc de tenir compte de la flexibilité du satellite dans ce cas-ci, dans l'environnement de la pièce qui va être optimisée. Ensuite, on applique l'optimisation topologique et on revient vers la géométrie, on remaille, on calcule les contraintes, etc. Et finalement, on obtient le concept final que vous voyez tout en bas, qui est celui qui sera effectivement fabriqué. Alors, dans chacun des projets, vous voyez les logos des partenaires qui sont parties prenantes. Ici, c'était GDTech et Ciris. Alors, un autre exemple de projet, cette fois-ci avec l'Agence spatiale européenne, c'est également un système de fixation de satellites sur le lanceur, mais un autre type de modèle.
ce projet est mené en collaboration également avec Sonaca et il a été l'occasion pour nous de tester pour la première fois l'intégration de l'optimisation topologique dans la chaîne de calcul complète, en y insérant également la simulation de la performance, c'est-à-dire le calcul de structure classique, et la simulation du procédé, en plus de l'optimisation topologique. Vous voyez en bas également des petits ponts en fait, qui ont été imprimés en vue de calibrer les coefficients de dilatation thermique pour la simulation du procédé. Donc ça, c'est l'astuce, entre guillemets, que l'on utilise pour ne pas devoir consommer trop de temps de calcul pour la prédiction de la distorsion des pièces. Voilà. Et alors, un dernier exemple qui nous a été fourni par Sonaca, qui est un projet Sonaca, mais avec les logiciels de Siemens, SimCenter, SamSef et toute la suite. Il s'agit cette fois-ci de l'optimisation de l'anneau d'interface entre satellite et lanceur. Donc, c'est déjà une pièce plus importante. Et vous voyez au-dessus à droite le design initial et en dessous à droite le résultat de l'optimisation finale, ce qui nous a conduit à une réduction de masse de 15%, tout en notant qu'une des contraintes importantes était aussi de satisfaire les spécifications de fréquence qui sont particulièrement importantes dans le domaine spatial. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bien, il a été mentionné également, Siemens sera présent à l'événement ESAFORM à Liège, prévu du 14 au 16 avril. Un keynote speech sera réalisé par Tom Van Ekelen, qui est le product manager de la solution développée à Liège pour la simulation du procédé. Donc, je vous invite à participer également à l'événement. Vous y verrez, cette présentation sera complémentaire par rapport à celle-ci, puisque vous y verrez plus de détails sur la simulation du procédé. Une publication scientifique sera également réalisée par Frédéric Duboeuf, insistant plus sur les applications spatiales que j'ai introduites. Et Siemens sera évidemment sponsor de l'événement. Voilà, je voudrais également remercier les différents sponsors des projets que j'ai mentionnés, en particulier Skywind et le service public de Wallonie, et également l'Agence spatiale européenne. Voilà, mes contacts sont également fournis dans la présentation. N'hésitez pas à me rappeler si vous souhaitez discuter plus en détail. Et je remercie l'auditoire pour son attention et Liège Créatif pour son organisation.